C'est toujours un plaisir, de vous retrouver pour parler de l'OM, pour vous reparler de l'actualité de l'Olympique de Marseille. Oui, aujourd'hui c'est mercredi, c'est OM Actu et on va se partager cette profondeur de banc dont dispose Roberto De Zerbi avec de nouvelles techniques, de nouveaux choix, avec comme objectif, évidemment, cette qualification directe en Ligue des Champions à la fin de la saison. Les amis, bienvenue sur CM Football. Toujours un énorme plaisir, une énorme joie de vous retrouver. On va se parler aujourd'hui de l'actu de l'OM parce qu'il y a des choses qui se sont passées, même des choses autour de la Ligue 1 dont on va commencer à parler. On va parler de la défense, on va parler du milieu, on va parler de l'attaque. Et puis on va se faire une projection aussi, maintenant qu'on est à 13 matchs de la fin de la saison, avec le calendrier du LOSC, le calendrier de Monaco, le calendrier de Nice, et une première projection à horizon trêve internationale du 16 mars pour savoir où nous nous situerons. Alors, on va commencer tout de suite avec évidemment la Ligue qui a donné rendez-vous cet après-midi, ce mercredi à 17h30 pour un conseil d'administration exceptionnel concernant DAZN qui refuserait de payer la traite qu'il doit régler au 14 février. Un nouveau feuilleton, un nouveau fiasco des droits TV et je ne vais pas me réjouir. Je ne vais pas me réjouir parce que le malheur des uns fait le malheur des autres. Et aujourd'hui, dans notre Ligue 1, l'heure est probablement très grave parce qu'il y a possiblement 6 à 7 clubs qui pourraient déposer le bilan à la fin de la saison. Et on se retrouverait évidemment dévalorisé dans notre concurrence. On a besoin d'avoir une concurrence forte, on a besoin d'avoir des places fortes dans le football français. Et évidemment, c'est dramatique là où on peut aller à travers la politique qui a été gérée ces dernières semaines. Il va falloir trouver une solution parce que si l'OM, si le PSG, si Monaco, si peut-être l'OL et encore, je ne suis pas sûr, peuvent s'en sortir, qu'en est-il des autres clubs qui disposent absolument, qui ont besoin de ces finances? Je pense au Racing Club de Lens qui a encore vendu Frankowski pour 10 millions d'euros à Galatasaray hors marché mercato classique. C'est chaud quand on sait aussi qu'il y a un nouveau feuilleton, celui-là on en a parlé, mais surtout beIN Sport qui n'a pas encore réglé les recettes de sponsoring, hein. C'est les 20 millions d'euros, alors certains vont me dire 20 millions d'euros c'est pas beaucoup, mais c'est 1 million d'euros par club, grosso modo un peu plus d'1 million d'euros par club, et quand tu mets bout à bout les sommes qui risquent de manquer, eh ben, on va malheureusement droit dans le mur. Alors quelle solution on a? Eh ben, on va rattraper le podcast d'RMC hier parce que je voudrais voir ce que RMC est en capacité de pouvoir proposer comme solution. J'ai l'impression, j'ai pas d'infos, mais il y a un bruit sous-jacent qu'RMC pourrait être et pourrait devenir un acteur très fort de ces droits TV. En tout cas, il souhaite revoir Canal+ à la table. Et j'en parle parce que ça fait partie de l'actualité de l'OM, parce que ces fonds-là, on en a besoin. Et on a besoin également d'avoir une concurrence forte. Vous me direz votre avis sur le feuilleton DAZN. Alors, je ne vais pas m'étendre non plus longuement sur la déclaration de Dugarry. Elle m'a plus amusé qu'autre chose. J'y reviens souvent, je ne vais pas vous la faire écouter. Vous retrouverez sur Rotten sans flamme sa déclare. L'impression que du gars, il est payé pour faire du clash, pour être aigri. Vous verrez dans la vidéo tout à l'heure les statistiques de Bennacer, lui qui déclare avoir vu un joueur qui n'a fait que des passes vers l'arrière. J'ai l'impression que quand il prend la parole, 8 fois sur 10, c'est pour dénigrer. Alors, faut pas qu'il devienne la caricature de lui-même. C'est ça qui est dommage, parce que moi, c'est un joueur que j'ai apprécié. Il n'a pas sa langue dans sa poche, c'est bien. Mais bâcher pour bâcher, ça ne sert à rien. Et j'ai hâte de voir justement comment il va pouvoir faire amende honorable et trouver que De Zerbi a davantage de solutions et dans cette Ligue 1 arrive à faire déjouer des adversaires qui jouent bloc bas et qui jouent resserré et qui ne jouent pas pour gagner. C'est peut-être là-dessus qu'il faudrait pointer du doigt. L'OM qui cible Jean-Philippe Mateta, c'est les révélations de Fichajes en Espagne. Jean-Philippe Mateta qui est un joueur de Crystal Palace qu'il souhaitait quitter fin 2023. Crystal Palace qui appartient à la Galaxy Olympique Lyonnais, Galaxy Textor. À suivre, voilà, je ne suis pas sûr que l'OL, en tout cas Textor, soit vendeur. On verra s'il garde ses parts. Mais moi, le souvenir que j'ai de lui quand il est passé par l'OL, malheureusement, c'est que ce n'était pas un grand passage, mais quand tu regardes la performance qu'il a réalisée avec l'équipe de France olympique l'été dernier, c'était plutôt très intéressant. J'avais suivi l'ensemble des matchs des Bleus. Et quand tu regardes ses stats en première ligue, quand même,
bah, c'est un garçon qui fonctionne bien. Donc on verra, parce qu'il semblerait que l'Atlético et le Bayer Leverkusen soient dessus. On verra évidemment quelles sont les politiques sportives de ces clubs-là à la suite, mais à observer. Profil intéressant parce que c'est différent de ce qu'on a à l'heure actuelle. Neil Maupay ou Mumbagna ou évidemment Amine Gouiri. Dans les autres actus de la semaine, on a eu Carboni qui quitte l'Olympique de Marseille. Voilà, c'est terminé, son prêt est arrêté. Il y a un process de reprise athlétique qui est établi avec l'Inter. J'ai parlé d'échecs sur mon compte Insta. Je vous invite d'ailleurs à venir me suivre sur Insta. J'ai parlé d'échecs parce que c'était un joueur qui était très demandé, qui était une des conditions fortes de Roberto De Zerbi, et malgré tout ça reste un échec parce qu'on ne l'aura pas vu, on l'aura trop peu vu, et c'est une opération qui est un échec. J'aurais voulu voir ce qu'il donnait, ce qu'il aurait pu donner dans le système De Zerbi qui a fait évoluer également sa tactique après sa blessure. On va voir, mais on va lui souhaiter bonne chance dans sa carrière. On gardera évidemment un œil attentif sur la suite de sa carrière pour voir si c'était vraiment la pépite qui était attendue. Alors, dans l'actualité, eh ben, on a le journal de l'équipe hier qui a parlé d'une concurrence à tous les étages et qui a fait qui m'a donné l'idée de réaliser cette vidéo parce qu'il a comparé Merlin à Dedic, il a comparé Rongier à Bennacer et Amine Gouiri à Neil Maupay en donnant des avantages de chacun qu'on va analyser. Donc pour commencer, on va se parler de Quentin Merlin face à Amar Dedic. Ils disent avantage Merlin. Alors, j'ai repris évidemment la rencontre face à Angers, la rencontre où on a pu voir Quentin Merlin et Amar Dedic. Et je sais que Quentin Merlin, il est décrié. Beaucoup n'aiment pas justement son déchet, et c'est vrai qu'il a un fort déchet dans son jeu. Maintenant, c'est un garçon qui se trompe jamais. C'est dans le sens où il a une vraie débauche d'énergie. Il se trompe quand il va techniquement parfois, mais il va chercher la place offensive. Il va aller chercher l'ouverture. Il a marqué dans ce sens-là face à Lille, et derrière, il a eu 2 ballons, 3 ballons ces derniers matchs pour pouvoir faire la différence. Et techniquement, c'est vrai que il a un fort déchet technique. Maintenant, on ne va pas lui reprocher de tenter. Ceux qui font rien, il leur arrive rien. Lui, il fait, mais il n'y arrive pas forcément. Donc, plutôt que de lui taper dessus, moi, je dirais plus que la concurrence peut l'accompagner, peut l'aider. Et j'étais surpris de voir Amar Dedic arriver sur le côté gauche. Quand on l'avait étudié, on avait vu que c'était un joueur qui pouvait davantage aller sur le côté droit. Mais j'aime cette concurrence et je trouve qu'elle pourrait être bénéfique. Alors si on rentre dans la compo, pour moi je ne vois pas comment cette compo elle pourrait évoluer d'ici la fin de la saison, en tout cas sauf si la 2e place est établie. Je pense qu'on va avoir justement cette défense à 3 qui va perdurer avec Kondogbia ou Cornelius, et je pense que ça va permettre à Luis Enrique de rester piston droit. Même s'il a été moins en verve, je trouve, face à Angers. On va avoir Amar Dedic qui va se retrouver ici en concurrence à gauche et qui doit, à mon avis, être titulaire face à Saint-Etienne dans une nouvelle projection vers l'avant, et on verra. On sera à même de pouvoir juger, analyser quel apport il a. Et c'est vrai que sur ses premiers ballons, on a aimé la hargne et le dynamisme qu'il a apporté. Maintenant, voilà, je garde mon calme. On a vu des joueurs qui réussissaient bien leur premier ballon. Il est rentré plutôt dans un confort. Il y avait 2-0 déjà pour l'OM. Voilà, à suivre. Mais voilà la tactique que je vois d'ici la fin de saison, avec une concurrence et un Cornelius qui peut rentrer pour suppléer Kondogbia, et avec un Dedic qui peut jouer à droite pour faire souffler Luis Enrique, et Merlin qui peut être piqué au vif et qui peut de nouveau être titulaire. Vous me direz votre avis, mais quand on regarde évidemment les stats de Quentin Merlin, 57% du temps dans le 11 de départ, 51% des minutes jouées, et hormis son début de saison où il était titulaire indiscutable avant sa blessure dans un système à 4 derrière, et bien lorsqu'il est rentré, il n'a fini qu'un seul match, c'était face à Nice après avec la défaite à la clé malheureusement, et il avait été sanctionné face à Auxerre à la mi-temps, il avait été sur le banc face à Lens, et derrière il a eu du mal quand même à finir une rencontre, même si vous m'avez dit que le rôle de piston nécessite évidemment une grosse débauche d'énergie. On a vu qu'un Luis Enrique finissait, lui, de son côté, régulièrement les matchs. On va voir évidemment comment Amar Dedic va se comporter. Pour moi, c'est pas avantage Merlin ici, c'est avantage Amar Dedic grâce au bénéfice du doute et au déchet malheureux technique que peut avoir Quentin Merlin. On va passer à la bataille évidemment amusante entre Valentin Rongier et Ismaël Bennacer.
Match nul. Alors, ça peut faire sourire, mais je le comprends. Voilà, je le comprends. Pour moi, Bennacer est un titulaire en puissance quand on voit la rencontre et la performance qu'il a réalisée face à Angers, n'en déplaise à certains consultants qui estiment qu'il a joué régulièrement vers l'arrière. Il a eu, dans les statistiques, on va le voir juste après, je crois que je vous le partage là, voilà. Regardez, il a 4 centres réussis sur 6 tentés et 4 passes en profondeur réussies sur les 4 tentés. C'est un des joueurs qui a fait le plus de progression, qui a fait le plus progresser le ballon face à Angers. Il faut se rendre compte aussi que même si ça manquait de vitesse, c'était son premier match avec l'OM dans un système qu'il connaît certes, mais avec un nouvel entraîneur face à un bloc très bas, resserré. Il faut aussi analyser ça, mais je pense que quand tu as été footballeur professionnel, tu dois t'en rappeler. Mais bon, peut-être pas. Quand tu passes de l'autre côté, du côté des médias, tu l'oublies et c'est normal. En tout cas, sa zone d'influence, elle est plutôt dans le côté droit du milieu de terrain, avec la volonté de se projeter, de nombreux centres. Et moi, j'ai aimé, évidemment, sa performance. Alors, est-ce que derrière, il va mettre sur le banc complètement Valentin Rongier ? Pas à mes yeux. Pour moi, c'est le titulaire numéro 1 désormais. Mais avec Højbjerg et Rabiot, évidemment, si tu regardes la tactique. Maintenant, quelle joie, quel plaisir, quel casse-tête aussi pour Roberto De Zerbi d'avoir la possibilité de faire jouer Bennacer et de faire jouer Valentin Rongier, l'un ou l'autre. Si Bennacer est titulaire, n'oublions pas, on a la capacité rapide à s'enflammer et c'est naturel, on aime le foot et on aime l'OM. Mais n'oublions pas que Bennacer, sur les 6-8 derniers mois, c'est beaucoup de temps passé à l'infirmerie et qu'à la 60e minute, il a demandé de sortir. Donc, si dans notre fin de saison, sur les 13 matchs qui restent, on a la capacité de pouvoir faire tourner avec les 4 milieux et Kondogbia qui peut jouer un cran plus haut également et Cornelius qui rentre, on pourrait avoir 5 milieux pour les 13 matchs. Si tu fais une moyenne de 60 à 70 minutes par milieu de terrain, on est bien. Et je le dis volontairement comme ça, on est bien. Franchement, les amis. Bennacer, il peut descendre un cran plus bas pour jouer à la place d'Højbjerg. Tu fais rentrer Rongier. Bennacer, il peut jouer un cran plus haut pour faire rentrer Rabiot. Tu fais souffler Rabiot, qui vient lui jouer la Ligue des Nations. Le quart de finale face à la Croatie, double confrontation. Il sera dans le game, obligatoirement. C'est bien. Et puis, on ne sait jamais, on peut avoir un moment de méforme et un moment de blessure. Donc, on a aujourd'hui un effectif qui est en train de se mettre en place en vue de la prochaine Ligue des Champions. Si vous m'avez posé la question sur Luis Felipe, et vous avez raison et que je ne vous ai pas encore répondu en commentaire, vous avez raison de me l'avoir posé. À l'heure actuelle, je ne vois pas Luis Felipe titulaire, compte tenu du fait, naturellement, qu'il n'a pas encore disputé la moindre minute. Et face à Saint-Etienne, j'ai du mal à l'imaginer titu. Pour moi, il va rentrer progressivement dans la rotation de l'effectif. Et avant peut-être de rentrer titulaire après la trêve internationale. En tout cas, on voit qu'il avait besoin de plus de temps pour justement s'acclimater et revenir en pleine possession de ses moyens. Donc pour moi ici, le match nul entre Bennacer et Rongier, je le comprends, même si je mets un léger avantage pour Bennacer, qui doit être titulaire à mes yeux, et on verra la saison prochaine ce qui doit se passer. Mais on a un bon problème, un bon casse-tête pour Roberto De Zerbi ici, avec 4 à 5 milieux pour 3 places. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Hein. Hashtag bien. Voilà, B-I-E-N-G, comme on dit ici à Marseille. Alors, pour terminer la partie concurrence, Neal Maupay ou Amine Gouiri, avantage Gouiri, je suis d'accord également. On a un Amine Gouiri qui a apporté sa polyvalence sur le terrain. Alors, certains diront sa nonchalance. Il a été recadré très rapidement par Bennacer. Pas recadré, il a été cadré, je dirais. Parce que recadré, ça veut dire qu'il n'a pas répondu aux attentes. Il a été cadré par Bennacer compte tenu de ses performances parfois en dents de scie, ce qui avait été observé à Nice et à Rennes. Et Bennacer l'a pris dans son bureau pour justement lui dire ce qu'il attendait de lui. Et qu'à Marseille, on ne tolérerait pas justement des performances en dents de scie. Alors évidemment, comme à Nice, comme à Auxerre, on a eu des matchs sans. Ça peut arriver dans la saison. Et on a vu un match avec Amine Gouiri qui s'est démené sur le front de l'attaque, mais c'est difficile d'être numéro 9 à l'OM quand la volonté de l'OM, c'est d'apporter le danger par tous les canaux. Dès lors qu'il s'est retrouvé sur le côté gauche,
on a vu un joueur qui a apporté une certaine touche technique et beaucoup de volonté de jouer collectif. Ça passe d'Es à Neil Maupay, ça montre bien. Ok, moi je suis là pour jouer en fait. Je suis pas là forcément pour marquer un but. Je suis là pour jouer et si je peux marquer, je le ferai parce qu'il a frappé, il a eu des tirs. Hein, mais il veut apporter son côté décisif. Et j'aime parce qu'il a 3 tirs dans cette rencontre. Je me rappelle de son tir cadré, je me rappelle de son tir non cadré en première mi-temps. Voilà, il a 4 tirs dans cette rencontre. Donc il s'est démené quand même. Et puis derrière, il a apporté justement devant avec Neil Maupay pour apporter cette passe décisive. Neil Maupay, c'est un numéro 9. C'est un point de fixation. Physiquement, il a peut-être moins de force que peut avoir un Faris Moumbagna dans le système de Zerbi, puisqu'il mesure que 1m71, mais il est dur sur l'homme, on l'a vu, hein, il avait géré un carton jaune sur Aoulou notamment, puis il avait mis dans sa pocket différents défenseurs, comme à Nantes, avec Nicolas Pallois. C'est un autre profil, et j'aime bien cette polyvalence, parce que quand tu vois que Maupay débute sur le banc, que tu as Gouiri en attaque, bah, tu peux les amener à jouer ensemble, et tu amènes de la diversité offensive. Alors maintenant, si tu arrives à retrouver un Greenwood clutch, parce que ça a manqué, alors vous me l'avez rappelé, hein, il a participé, il a accompagné sa femme pour la naissance de son 2e enfant. Évidemment, ça marque la vie, ça marque les esprits, et je pense qu'il n'était pas en pleine possession de ses moyens. C'est peut-être la raison aussi pour laquelle il a eu une performance plutôt, une contre-performance contre Angers, et que Roberto De Zerbi l'a sorti sur les 15 dernières minutes. Mais là, j'aime cette polyvalence qu'on peut avoir devant avec, voilà, comme contre Angers, tu sors ton piston gauche, tu fais rentrer Maupay, et là, en l'occurrence, c'était Merlin, et tu fais rentrer avec une attaque qui est un peu plus déséquilibrée, mais tu sais que tu as un Rabiot ici qui peut justement compenser, un Benasser aussi, et quand tu as vu que Benasser était sorti et que tu as pu faire rentrer Bilal Nadir, techniquement, t'as pas trop perdu. En termes d'expérience, t'as perdu, mais t'as pas trop perdu. Alors, j'aime vraiment cette polyvalence. Et puis, on pourrait peut-être, en fonction de la capacité de cet OM de pouvoir être déjà qualifié directement en Ligue des Champions en fonction du programme, se dire qu'on pourrait tester cette compo aussi, à voir pour Luis Felipe. Besoin de savoir comment De Zerbi va l'intégrer. Mais on pourrait avoir un Murillo à droite, un Dedic à gauche, un milieu à 3 avec Rabiot, Benasser et Højbjerg, cette défense à 2 avec Kondogbia Balerdi ou Cornelius Balerdi, et devant Luis Enrique, Greenwood et Gouiri. Ça a de la gueule quand même. Ça a de la gueule. C'est pas sur le papier, quand tu es en début de saison, l'équipe qui te fait rêver, mais quand tu vois les caractéristiques techniques et le système de Zerbi à l'heure actuelle, on sait qu'on peut marquer des buts. On peut en encaisser aussi, et c'est peut-être pour ça que la saison prochaine, le chantier va évoluer. Alors, De Zerbi disait, dans les prédictions, il faut regarder derrière soi, mais aussi devant. Si on n'a pas cette ambition de viser plus haut, ça ne sert à rien, ça peut être frustrant et humiliant. On va voir. Mais il faut se projeter déjà sur Saint-Etienne, ce samedi à 17h, sonnez la cloche, abonnez-vous, on sera là pour l'avant-match, vendredi. À 24h du coup d'envoi, on sera là samedi soir en live pour débriefer la rencontre, et on sera là dimanche matin pour le débrief à froid. Beaucoup de contenu à venir autour de l'OM, et ça, c'est un grand plaisir. L'OM, sur les 4 prochaines rencontres, va recevoir 3 fois. C'est ce qui pêche à Marseille depuis le début de la saison. Tu dois au minimum, sur les 4 prochaines rencontres, prendre 9 points. Pour moi, l'idéal serait de prendre 12, évidemment, mais 10, ça serait un formidable tableau de réussite. Avant d'aller jouer Paris, tu dois prendre ces points-là. Et quand tu regardes, évidemment, ton classement à domicile avec cette 10e place qui est inappropriée pour cet OM, si tu gagnes tes 3 prochains matchs à domicile, tu fais un vrai bond au classement, et là, tu assois réellement ta 2e place. Pourquoi tu l'assois ? Pourquoi je l'affirme ? Parce que j'ai observé le calendrier de Nice, Monaco et Lille, qui sont des poursuivants légitimes. Tu regardes Nice, ils ont un calendrier qui semble assez abordable également sur les 4 prochaines rencontres. Déplacement au Havre qui vient de battre Lille. Attention quand même, mais ça semble à leur corde. Réception de Montpellier qui est en grande difficulté. Déplacement à Saint-Etienne qui va aussi devoir chercher des points. Et surtout, le match le plus compliqué, ça semble la réception de l'OL. Mais Nice sera un vrai concurrent avec une vraie dynamique. Mais quand tu regardes Monaco, qui a l'Europe, avec notamment cette confrontation face à Lille,
tu te dis que tu vas devoir prendre des points à ce moment-là. Le match de Lille, c'est notre match. Hop, on va le regarder ensemble. Le 22, c'est notre match face à Auxerre. Là, on peut manger des points à Monaco, ici. Lille-Monaco, ça peut être un tournant. Et ça sera le 4e match dans les 10 prochains jours de l'AS Monaco qui joue ce soir contre Benfica. Et enfin, Lille qui joue Rennes. Un Rennes qui est dans le renouveau. Un Lille qui reçoit Monaco. Un Lille qui se déplace au Parc des Princes. Et dans cette fenêtre qui n'est pas encore indiquée, entre le déplacement au PSG et le déplacement à Nantes, tu auras ton 8e de finale de Ligue des Champions face à Bruges ou l'Atalanta, si je ne me trompe pas. Ça semble abordable, mais c'est de la débauche d'énergie. Donc vis-à-vis de Lille, tu dois faire le trou aussi. Pourquoi je ne parle pas de Paris ? Parce que ça ne sert à rien de parler du PSG à l'heure actuelle. Ils ont leur championnat, ils sont devant et ils seront probablement champions. Maintenant, si tu assois ici tes 10 points ou tes 12 points, et que tu fais le trou derrière, je pense que tu peux aller au parc avec beaucoup de confiance et jouer libéré. Et jouer avec ambition. Le reste, on verra. On en parlera à ce moment-là. Mais je trouve que De Zerbi a aujourd'hui un matériel de grande qualité. Il a des bons problèmes. On a une infirmerie, je touche du bois, qui est en train de se vider. Et je me dis qu'on a de quoi vraiment s'amuser d'ici la fin de saison. Dites-moi votre avis en commentaire sur la compo, sur les projections de points d'ici la rencontre face à Lens. Moi, j'ai dit 10 minimum. Vous me direz votre avis en commentaire. Et puis, on se retrouve vendredi pour l'avant-match face à Saint-Etienne. #bien. Et puis, kiffons. Et allez l'OM. Salut les amis. Ciao.